Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler médias, pour faire le débrief top flop audience de la semaine du 12 avril, c'est-à-dire la semaine dernière. On va bien entendu faire le baromètre Access, on parlera également du bilan global, chaîne par chaîne. Semaine où il ne s'est pas passé grand-chose, mais avant tout de faire ce top et flop, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, à mettre un pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir, et puis surtout à vous à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez regardé à la télévision, ce que vous avez pensé de la télévision, ce que vous pensez de ces audiences de cette semaine, ça m'intéresse. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et puis à mettre la petite cloche. Alors ça, c'est un petit plus, c'est le petit plus, le petit cadeau de la maison, à dire comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne et vous n'êtes pas feinté par YouTube comme ça peut arriver quelquefois. On commence du côté des tops avec lundi TF1, le remplaçant de la série avec Joe Star notamment sur l'école, encore une série sur le milieu scolaire. Il y en a une qui est arrivée cette semaine également de série sur le monde scolaire. Donc on sent que c'est un sujet qui intéresse les scénaristes. 6 992 000 téléspectateurs, 26,8% de part de marché, 38% sur les 15-24 ans, un tiers du public féminin également. C'est des chiffres qui sont tout à fait satisfaisants pour TF1, surtout le lundi. On sait que c'est toujours une journée un petit peu compliquée pour TF1. Le début de semaine de TF1, lundi, mardi, mercredi, parfois c'est un petit peu difficile avant le jeudi soir et les séries policières notamment. Et bien là, du côté de TF1, ça a très très bien marché. Pas vraiment surpris, Joe Star a toujours une cote de sympathie en tant que comédien, en tant que bon voilà, ça marche souvent. Les films ou les séries avec Joe Star ont toujours très bien marché. Sur ces 7-8 dernières années, ça fait souvent un carton, donc pas vraiment surpris. Énormément de communication de la part de TF1 aussi. Il ne faut pas sous-estimer la communication, les bandes annonces assez régulièrement les jours précédant la diffusion du programme, et même pendant la diffusion de Gloria la semaine précédente, avec déjà Joe Star et Cécile Bois, où ça avait déjà fait des très bons scores. Ça a fait plus, je crois, que les derniers épisodes de Gloria, donc très très bon. Enfin voilà, c'est une belle audience. Je pense que TF1 avait misé sur le bon cheval, on va dire. Et c'est une série qui va revenir, c'est déjà commandé pour les prochains épisodes, pardon, avec un tournage prévu cet été, si les conditions sanitaires l'autorisent, dans les semaines à venir. Du côté TF1, c'est aussi intéressant, c'est de voir qu'ils sont capables quand même de sortir des bonnes séries en dehors des séries policières. Parce que Gloria, il y avait quand même un aspect policier. C'est la première série non policière qui marche depuis très longtemps sur TF1, il me semble. Donc ça montre, ça va redonner confiance à TF1 de ce côté-là. On passe au deuxième top avec jeudi M6 et un film, Le Chant du Loup. 3 789 000 téléspectateurs, 17,3% de part de marché. Deuxième au niveau des audiences, mais en tête sur les cibles avec 24%, et 24% sur les responsables des achats, sur la fameuse ménagère de moins de 50 ans comme on dit, et 25% sur les moins de 50 ans. Le Chant du Loup, c'est un film qui parlait des personnes dans les sous-marins qui ont une ouïe un petit peu exceptionnelle et qui permettent de capter les radars, de capter des bruits infimes. Je sais même plus qui jouait dedans, mais pour tout vous dire, vous connaissez ma passion pour le cinéma, qui est pas exceptionnelle. Non, ça a très bien marché pour un film qui, pour moi, n'avait pas fait un carton. Alors peut-être que je me trompe, mais très clairement avant qu'il soit diffusé sur M6, et avant que je le voie en bande-annonce pendant que je regardais l'émission de Julien Courmet, je n'en avais jamais entendu parler de ce film. C'est un film français, c'est intéressant de voir que les films français arrivent encore à faire des audiences, surtout en semaine, parce que c'est aussi une programmation assez atypique pour du cinéma, un jeudi soir. Peut-être que ça a aidé avec Pâques, même si le sujet du film n'est pas très familial, n'est pas très grand public. Non, mais après, M6 en ce moment, je trouve, s'en sort très très bien. On le verra dans le bilan global. Mais c'est vrai que j'avais dit que l'année 2021 serait peut-être l'année d'M6. Ça a l'air de se confirmer pour le moment sur ce premier trimestre. Ça s'est confirmé sur le premier trimestre. Ça a l'air de continuer sur le deuxième trimestre également de la part de M6. Voilà, bon, il faut continuer comme ça, avec quand même des prises de risque, parce que ce film-là, encore une fois, il me semble que c'était pas une garantie, une agence
une agence touristique. Une solution sans risque de la part de M6. Et puis on termine avec dimanche, France 5, un documentaire sur Elisabeth II, les derniers combats d'une reine. Et ça a fait 1 772 000 téléspectateurs avec 5% de part de marché. En même temps, on était en pleine semaine de deuil du prince Philippe. Forcément, ce genre de documentaire, ça marche toujours. La famille royale attire toujours. Cette famille, cette firme, comme la surnomme Meghan Markle, mais ça attire toujours les téléspectateurs, que ça soit en Grande-Bretagne, mais également à l'étranger. C'est toujours, ça fonctionne toujours bien. Et là, le documentaire avait l'air d'être bien fichu parce que pour un dimanche soir, ils étaient pas loin de Capital, notamment l'émission de Julien Courbet qui a pas fait un énorme score, ils étaient qu'à 2 points en termes d'audience de Capital, donc vraiment bien de la part de France 5. Après, les documentaires de France 5 du dimanche soir, alors c'est souvent des documentaires sur la bouffe, sont plutôt bien faits. Moi j'avais vu, c'est souvent des documentaires qu'on sent, mais moi j'avais vu un documentaire sur la voiture électrique, alors ça remonte à 5-6 ans, mais qui était très 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 bien réalisé et très très bien documenté, notamment sur le recyclage des batteries au lithium. Le documentaire était vraiment très très bien fait et c'est là qu'on voyait, si les gens ne le savaient pas encore, que la voiture électrique c'est pas du tout écolo, mais je vous en ai déjà parlé sur ma vidéo sur l'Extreme E. Ce championnat absolument exceptionnel, digne de District Z. On passe au flop avec mercredi, The Resident sur TF1, 3 327 000 téléspectateurs, 13,2% de part de marché. Malgré tout, 21,6% sur les femmes, c'est quand même assez faible au niveau audience globale. Parce que la concurrence sur cette journée était très faible. Alors il faut savoir qu'il y a quand même un gros décalage avec les États-Unis. The Resident, je crois qu'il y a quasiment 2 saisons d'écart avec les États-Unis. Donc là, ça commence à faire un petit peu beaucoup quand même. Mais on sait la proportion de TF1 à faire des choix au niveau série qui sont pas toujours très intelligents. Surtout au niveau de la diffusion, au niveau de la programmation, c'est quand même vraiment compliqué. Après, moi, The Resident, je vous le dis toujours, c'est la série médicale que je trouve la moins bonne sur celle qu'on a en ce moment. Alors, Grey's Anatomy, je n'ai pas regardé depuis très 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 longtemps. Mais Chicago Med, je trouve que c'est mieux fichu. La série avec Sean, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais qui a été fait par les mecs de Doctor House, je trouve que c'est plutôt pas mal fait. The Resident, je trouve que les personnages sont très très mous du genou. C'est une série qui ne m'attire pas, qui ne m'accroche pas. J'ai regardé pourtant des épisodes, mais je trouve que les personnages sont juste chiants à mourir, quoi. Il y en a aucun qui est charismatique, quoi. C'est un truc de dingue. Et donc lié au fait que la diffusion aux États-Unis est beaucoup en avance. Et peut-être que la diffusion en Suisse et en Belgique également est en avance par rapport à la diffusion française, ça a des conséquences. Ça veut dire que c'est une série qui est plus piratée. L'écart entre une série aux États-Unis et la diffusion en France, ça doit être 6 mois. Ça doit pas être beaucoup plus, parce qu'après, au-delà, on a des vrais problèmes. M6 le comprend très bien, parce que par exemple, avec NCIS il y a longtemps, mais même Bull ces derniers temps, la diffusion américaine et la diffusion française, ça doit être de l'ordre de 6 mois, 5-6 mois, grand maximum d'écart. Avec la programmation française, et là tu as moins de chances que ta série soit piratée, donc tu as plus de chances que les gens regardent à la télévision ta série, même si on a connu l'âge d'or des séries américaines dans les années 2000 avec Les Experts ou Doctor House, où il y avait Grey's Anatomy, les débuts de Grey's Anatomy également, ou même pour les séries pour adolescents, il y avait les Frères Scott également qui faisaient un carton en France. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme série dans les années 2000, The Mentalist, c'était l'âge d'or quand même des séries américaines. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins le cas. Depuis 2015-2016, les séries américaines, quand elles sont diffusées en France, les audiences dégringolent au fur et à mesure. Les épisodes, par exemple, avec Les Experts, j'en ai déjà parlé, mais l'épisode avec Tarantino, ça avait dû faire 27-28% de part de marché un dimanche soir, en prime time. Et en face, sur France 2, est-ce que c'était pas Urgence, en plus, qui était en face? Alors certes, les dernières saisons d'Urgence qui sont quand même moins intéressantes que les premières, mais c'était quand même des mastodontes en face. Et il y avait souvent New York 911 également, deuxième partie de soirée sur France 2 le dimanche soir. Je continue avec France 2, tiens, pour jeudi, vous avez La Parole, 1 038 000 téléspectateurs, 4,5% de part de marché, c'est pas une surprise.
présenté par Thomas Soto et Léa Salamé. Il y avait notre ministre de l'économie qui était dans cette émission. Mais bon, alors déjà, Léa Salamé, bon, en termes de journaliste politique, on a vu mieux. Moi, j'ai eu beaucoup de mal avec Léa Salamé, parce que j'avais entendu par exemple l'interview de Carlos Ghosn qui était d'une nullité absolue. Et je dis pas ça parce que, je pense qu'il y en a des qui vont me rejeter, tu dis ça parce que c'est une femme. Non, je dis pas ça parce que c'est une femme, je dis juste ça parce que c'est une journaliste, ou un journaliste, c'est du mauvais journalisme. C'est vraiment nul à chier comme interview. C'est-à-dire, c'est du copinage à tout va, et c'est très chiant. Et en même temps, tu peux comprendre que c'est du copinage à tout va. Par exemple, pour Carlos Ghosn, je rappelle que son père était ambassadeur. Et donc, dans Vous avez la parole, on est sur une émission qui ne parle que de politique, mais sur des sujets qui n'intéressent absolument pas les Français. Et c'est là tout le problème. C'est-à-dire qu'on ne parle pas aux Français. Le fond est mauvais, la forme est mauvaise aussi. D'un côté comme de l'autre, ça ne parle pas aux Français. Et pourquoi ? Parce que les mecs qui produisent cette émission, les mecs qui conçoivent cette émission, dont Léa Salamé, ne comprennent pas les Français lambda. C'est-à-dire, vu que Léa Salamé, c'était pas une Française lambda. Très clairement, elle n'a pas eu une vie normale, elle n'a pas eu une enfance normale. Alors Thomas Soto, je connais moins Thomas Soto, mais ces journalistes-là ne sont plus en contact avec la réalité du terrain. Très clairement, les sujets dont ils traitent dans Vous avez la parole, j'ai vu il y a longtemps, parce que là c'est vrai que j'ai pas regardé les derniers numéros, excusez-moi, mais j'ai d'autres choses à faire le jeudi soir, mais les fois d'avant, putain, ça parle de thèmes et tu t'en fous, quoi. Et très clairement, je m'en tape le coquillard. Donc ça parle pas aux jeunes, mais je pense que ça ne parle pas plus aux gens lambda. Tant qu'ils n'auront pas compris ça, ça fera des scores de merde. Je peux vous dire que là, ils ont du pot parce qu'ils sont failli se faire battre par des chaînes de la TNT, quand même. France 2 avec 1 38 000 téléspectateurs, seulement 4,5% de part de marché. On passe vendredi à C8 avec M comme maison, premier numéro de cette émission qui est en fait la maison France 5, mais mise sur C8, 540 000 téléspectateurs, 2,2% de part de marché. Comme quoi, quand c'est toujours la même tambouille, ça fait toujours les mêmes scores. Déjà sur France 5, c'était pas un bon score. Alors sur C8, c'est un très mauvais score, mais il va peut-être falloir s'y habituer sur C8 au mauvais score, parce que C8 a décidé de changer un petit peu de stratégie. Ils veulent faire une chaîne proche des gens, une chaîne solidaire. C'est ça que j'ai entendu, pas Franck Cappietto, Gérard Brice, je sais plus quoi, qui est directeur de C8, et de Canal+, qui a un gros poste à Canal+. Autant vous dire que je pense que C8, dans les mois à venir, ça va faire des mauvaises audiences, surtout que semblerait que Cyril Hanouna parte sur Canal+ en clair, à la place de Yves Calvi qui arrête son émission, et que donc C8 se retrouve à faire des audiences ras les pâquerettes dans les semaines, dans les mois à venir, surtout si c'est pour repiquer des émissions de France 5 qui n'étaient déjà pas exceptionnelles sur France 5, parce que savoir que M comme maison, la maison France 5, c'est quand même la maison où tu vois le mec te dit non, mais moi c'est une maison normale, alors on a 4 hectares de jardin, bon la maison fait environ 400 mètres carrés, mais c'est tout à fait traditionnel, je vois pas quel est le problème. Alors là, ce lustre est fantastique, parce qu'il descend sur 4 mètres de haut, mais comme on a une hauteur sous plafond de 15 mètres, ça ne pose aucun problème. Et puis ce lustre a été fait par 35 ouvriers français, et il coûte 4 500 €. Donc toi, c'est vrai, quand tu te retrouves dans ton petit appartement, dans ton petit 16 mètres carrés, notamment, pour ceux qui sont en études sur Paris, c'est une émission qui t'intéresse pas des masses, quoi. Il y a une séquence qui est intéressante dans cette émission, ces derniers temps, c'est un mec c'est un architecte, je sais plus, qui est assez baraque au niveau physique, et qui vient chez toi pour t'aider à réagencer ton intérieur. Malgré tout, c'est quand même pas n'importe quelle maison qu'ils prennent, c'est pas la petite maison Mikit à 150 000 €. Donc c'est, Mikit ou d'autres marques, mais on s'en fout, on n'est pas à la télévision, je peux dire qu'une marque, même si je suis pas sponsorisé. Mais M comme maison, ça reprend la même chose que France 5. Alors j'ai pas regardé l'émission de M comme maison, mais j'avais déjà vu la maison France 5. Et bon, c'est pas top, c'est pas incroyable. Et puis je termine avec samedi TF1 The Voice. 4 659 000 téléspectateurs, 22,7% de part de marché. Alors heureusement, numéro 1 au niveau des audiences, je crois, devant commissaire Magellan. 34,2% sur les femmes. Mais c'est quand même en baisse, encore une fois, les audiences. Le syndrome battle, là c'est, comment ça s'appelle, les knock-out. Voilà.
qui est encore moins intéressant que les battles. Hein. Là, cette phase-là, j'ai jamais compris à quoi elle servait. Ils ont piqué ça au. Mais déjà, quand ça avait été mis aux États-Unis, j'avais pas compris à quoi ça servait. Donc en France, je comprends encore moins. Et puis, j'ai l'impression que les gens s'en branlent un petit peu des candidats cette année. Quand je vois plus de messages sur les jurés que sur les candidats, c'est que les candidats ont pas l'air d'être incroyables. Alors après, cette année, c'est vrai, j'ai vraiment pas vu un épisode, hein, je peux vous dire. Mais de l'extérieur, ça a pas l'air d'être dingue. On passe tout de suite au baromètre Access, ça va faire une vidéo assez courte, nom de Dieu. On va peut-être réussir à faire moins de 20 minutes, c'est le défi aujourd'hui. Baromètre Access, n'oubliez pas les paroles, qui reprend un petit peu des couleurs. Ils sont repassés un peu au-dessus des 4 millions de téléspectateurs en moyenne. Ça reste quand même très irrégulier selon les soirs, donc après c'est une période où il fait plus beau le soir, alors même s'il y a le confinement à 18h, enfin le couvre-feu à 18h puisqu'il y a le confinement, ça aide pas vraiment peut-être ce genre de jeu, et on peut peut-être aussi avoir une lassitude au niveau du programme. C'est ça que n'oubliez pas les paroles, ça ressemble à la même chose à chaque fois, comme je dis assez régulièrement. On continue, est-ce que demain nous appartient, on a profité? Absolument pas. Entre 3,7 millions et 3,2 millions en baisse. Demain nous appartient, moi encore une fois, comme je dis, je pense que c'est ici tout commence, qui a piqué des acteurs, et puis il y a peut-être une overdose aussi de ce type de série du côté de TF1, et puis les programmes qui sont diffusés avant ne sont pas dingues non plus, cette séquence-là, donc faut pas le négliger non plus. Deux fois non plus dans la même phrase, on est sur une magnifique répétition. Je continue avec Quotidien qui était en best-of, qui a fait entre 900 000 et 683 000 téléspectateurs, ce qui est normal. En best-of, ça fait toujours moins. C'est quand même incroyable qu'il y ait autant de personnes qui regardent un programme, qui regardent le best-of de ce qu'ils ont vu la semaine d'avant. Moi, ça me sidérera toujours un petit peu. Mais ça veut dire qu'il a des fans acharnés, c'est Yann Barthès. On continue avec C'est à vous, qui a fait un peu mieux. À 3 200 000 téléspectateurs, 1,4 million. Ça reste quand même plus faible que sur la première partie d'année, la première partie de saison, plutôt du côté de C'est à vous. Donc entre le mois de septembre et le mois de décembre, ils arrivaient régulièrement à faire au-delà d'1,4 million. Il y avait même eu des semaines à 1,7 million, 1,8 million. Là, c'est quand même plus compliqué pour C'est à vous, ce qui fait que Hanouna leur est passé devant. Hanouna qui reste fort, qui est le programme qui a le moins souffert cette semaine au niveau des audiences, entre 1,2 million et 1,6 million. C'est 1,6 million téléspectateurs, pardon. La meilleure boulangerie de France en légère baisse, entre 2,2 millions de téléspectateurs et 2,4 millions. On est sur les 2 dernières semaines. Là, c'est l'avant-dernière semaine. Cette semaine, on est sur les finales. Et ensuite, ça sera l'émission de Cyril Lignac. J'y crois pas trop aux nouvelles stars de la pâtisserie, parce que ça m'a vraiment fait passer à la nouvelle star sur la bande-annonce à un moment où vous les voyez avec des petits panneaux marqués oui. Et ça me faisait penser aux auditions de la nouvelle star. Je me dis qu'après c'est quoi l'épreuve, ils vont au théâtre et ils doivent faire une recette comme Masterchef. Moi ça m'emballe pas des masses tout ça. Et puis on continue avec les Marseillais en légère baisse, mais toujours à 750 000 téléspectateurs de moyenne. Autant te dire que en plus en ce moment il y a boycott énergie douche, et pas encore avec des affaires de drogue, de sorcellerie. Faut vraiment que ça s'arrête la télé-réalité, parce que je crois qu'ils savent plus quoi inventer aujourd'hui. Des affaires de harcèlement. C'est du n'importe quoi, et je pense que ça va encore profiter aux Marseillais, cette affaire-là. On passe au bilan global avec TF1, qui est dans sa moyenne, 20,3%, une hausse de 0,8 points par rapport à la semaine dernière, des primes qui ont un peu mieux marché, notamment le remplaçant le lundi, ça a un peu aidé la chaîne. France 2 en baisse, les prime time qui n'ont pas été exceptionnels, 14,1%, donc moins 0,5 points. France 3 qui reste faible, mais en hausse de 0,4 points à 8,9% de part de marché, derrière un point de moins que M6 qui reste fort avec 9,9%. On passe du côté de la TNT. Du côté de la TNT, on est en baisse pour TMC, notamment avec le fait que Quotidien soit en best-of. Eh bien, on a perdu 0,7 points. Donc, on s'établit désormais à 2,5% de part de marché. C8 n'en a pas profité avec une baisse de 0,2 points, 2,5% de part de marché. Et W9 également en baisse à 2,2% de part de marché. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Meg Production. Ciao, ciao!